Allez, est-ce que la science peut expliquer le phénomène déroutant des expériences de mort imminente que décrivent 4 à 10% Passion. des personnes en réanimation? Pour le savoir, écoutons le témoignage recueilli par Marie-Treille Stéphanie. Maman, c'est quoi la mort? Voilà la question de mon fils ce matin entre deux tartines. Donc bien entendu, moi je sais ce que c'est la mort clinique, on peut expliquer ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Ça, franchement, j'en sais rien, je ne sais pas si vous avez une idée. Et en revanche, ce que je sais, c'est ce qu'il se passe quand on frôle la mort. Grâce à la folle histoire de notre témoin, le très respecté chirurgien stomatologue Gérard Dupeyrat. En fait, il y a 6 ans, à la suite d'une dissection de l'aorte ascendante, donc ça c'est une urgence absolue où les chances de survie sont quasi inexistantes, et Gérard bascule en état de mort clinique et se retrouve plongé dans un coma artificiel. Et pendant que son corps se bat, lui, il va vivre une expérience de mort imminente. Il se voit sortir de son corps, il voit le fameux tunnel, il ressent un apaisement et un amour qu'aujourd'hui encore il a du mal à décrire. Il va même revoir des défunts, puis tout s'arrête et miracle, il est en vie, il est sauvé. Une expérience qui a complètement transformé sa vision de la vie. Bonjour Gérard. Bonjour Marie. Est-ce que c'est juste si je dis qu'il y a 6 ans, vous êtes mort? Ouais. J'étais à mon cabinet. Quand j'ai ouvert la porte de la salle d'attente, j'ai senti une douleur extrêmement violente à la mandibule. Moi, dans ma petite tête, tout de suite, je me suis dit, bon, avec la vie que tu as eue, tu es en train de faire un infarctus. Et puis voilà, bon, il fallait bien que ça arrive un jour, donc... Heureusement, Gérard est vite pris en charge par un médecin du SAMU qui pose tout de suite le bon diagnostic. Une dissection de l'aorte ascendante. Il intègre donc le bon service et subit une intervention de plus de 8 heures à cœur ouvert. Son pronostic vital est tellement engagé que les médecins demandent à ses proches s'ils sont d'accord pour donner ses organes. Pendant que l'équipe médicale tente de sauver Gérard, lui vit une expérience intense. Vous vous sentez aspiré vers le haut et vous retrouvez immédiatement dans une atmosphère d'une blancheur immaculée, même plus qu'immaculée, c'est ce que je dis toujours, j'ai pas d'adjectif pour qualifier cet état. Et pareil en ce qui concerne votre ressenti, parce que votre ressenti, c'est une sérénité, mais comme je n'ai jamais connu. C'est un petit peu comme si vous étiez sur des espèces c'est même pas des nuages, mais on va dire ça des nuages. Vous flottez tranquillement. Après, vous allez croiser des visages, uniquement des visages de défunts, des copains, des copines qui sont décédés, des membres de la famille, des patients avec qui j'avais des très très bons rapports qui sont décédés. Vous êtes accueillis, il n'y a pas d'autre terme. De temps en temps, dans cette atmosphère qui est complètement hallucinante, vous vous retrouvez tout à fait au-dessus de la zone d'intervention chirurgicale. Vous en déduisez que c'est votre corps, vous voyez, qui est ouvert avec les chirurgiens, les infirmiers. Vous le constatez, vous savez que c'est la réalité de ce que vous vivez. À un moment, ça s'arrête. Sans trop comprendre pourquoi, l'expérience prend fin. L'heure de Gérard n'est pas encore venue. Sa chirurgie a fonctionné. Il est sauvé. Pourtant, sa vie va être à jamais profondément transformée. La première question que vous vous posez, je ne l'ai pas vécue. C'est pas possible. Avec la psychologie que j'avais, ça n'existe pas. Je suis chirurgien maxillofacial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis archi cartésien. 1 + 1 = 2, point final. Pour Gérard, il est temps de faire acte d'humilité. Et une petite voix dans sa tête tente de le raisonner. Gérard, tu as vécu un truc auquel tu n'as strictement jamais cru, même si des patients t'en avaient parlé par le passé. Vous réagissiez comment quand vous racontez ça à l'époque? Je rigolais, je leur disais, écoutez, ça se passe bien, la cicatrisation est bonne, il faut attendre un peu. Et puis après, je disais, putain, le mec... Bon, ça va aller mieux après. Quand le cerveau sera complètement revascularisé, il va... Ah non, mais j'étais mais aux antipodes. Qu'est-ce que ça vous a fait de traverser le miroir? Vous finissez par reconnaître que vous avez développé une forme d'hypersensibilité par rapport aux êtres humains, par rapport à la nature. Vous voyez obligatoirement la vie d'une manière différente.
Au lieu de se précipiter, comme je faisais avant, je sautais sur la moto, je descendais, je passais un coup de fil à un copain ou une copine. Après, je foutais le camp à la clinique. Après, il y avait un pote qui venait avec moi pour déjeuner, même si ça durait que 10 minutes. Vous vivez les choses extrêmement différemment en profitant de tous les instants. J'ai l'impression d'être beaucoup plus humain qu'avant. En tout cas, ça débat en plateau. Hein. Ça fait parler, C'est bien un sûr. type formidable, en tout cas. Que vous connaissez bien, Ouais. et qui est venu en plateau d'ailleurs pour nous parler de toute autre chose. Merci à Gérard Dupeyrat donc, pour ce témoignage si intense et si intime. Lors de notre discussion, j'ai quand même été frappée par cette dualité qui est en lui. Il a du mal à accepter quand même ce qui s'est passé, parce que le Gérard d'avant est encore un peu là quand même. Très cartésien, très rationnel. Et voilà, exactement. Et pourtant, il a été viscéralement changé, même sa vision de la vie, dans ses certitudes, ses valeurs. Le motard avide de sensations fortes est devenu complètement hypersensible. Lui qui quand même suivait des combats d'animaux à ses heures perdues, il voyageait pour ça, a désormais du mal à écraser une guêpe, tant la vie a une valeur inestimable dorénavant pour lui. Preuve que ces expériences de mort imminente transforment profondément la vie de ceux qui les vivent. Renaud Evrard, partagez-vous ce constat et comment la recherche explique ces EMI, ces expériences de mort imminente? Alors déjà, je dois dire que toutes les EMI n'ont pas les mêmes répercussions, malheureusement pour les guêpes. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de consensus au niveau des chercheurs sur ce que serait vraiment une EMI. Là, par exemple, le docteur Dupeyrat, on a vraiment objectivement un trouble organique associé à l'expérience, mais il y a beaucoup de ces expériences où la personne a simplement l'impression qu'il y a un danger mortel qui se présente à elle et ne le vit pas vraiment. En gros, il y a deux modèles dominants. Il y en a un qui est assez réductionniste, qui va dire c'est finalement une hallucination du cerveau mourant, une sorte de bouquet final cérébral à base d'hormones et de neurotransmetteurs. Et il y a un autre modèle qui dit oui, l'esprit se sépare du corps et expérimente le monde d'une façon tout à fait extraordinaire. Mais ces deux modèles accumulent beaucoup de promesses, mais très peu de preuves concrètes. Et ma vision plutôt de l'expérience de mort imminente, c'est un état non ordinaire de conscience qui est adapté, qui est une réaction à une menace perçue comme mortelle. Et donc, on va optimiser la performance parce qu'on va penser plus vite, on va mieux percevoir de façon plus globale la situation, on va mieux se coordonner et mettre en place des actions performantes, pertinentes pour se sauver la vie. C'est vraiment comme si l'expérience de mort imminente mobilisait l'énergie du désespoir. Mais pour vous, comment vous expliquez qu'il sort de son corps, qu'il se voit ouvert, la poitrine ouverte, le cœur en train d'être disséqué, analysé? D'un point de vue neurologique, on sait maintenant qu'on peut simuler la décorporation. On peut vraiment, en inactivant ou en activant certaines régions cérébrales dans la profondeur de Mais notre les yogis cerveau, le font, les maîtres yogis le font très bien. on peut tout à fait produire des expériences de décorporation. Donc on sait exactement comment produire ça d'un point de vue neurologique. Pareil pour la lumière blanche, pareil pour les images visuelles, les hallucinations, tout ça on sait expliquer d'un point de vue neurologique. C'est vrai que ces expériences de mort imminente modifient les gens d'un point de vue psychologique, parce que ça va les rendre soit plus résilients, soit moins anxieux par rapport à la mort, soit la vie a une plus grande valeur, soit ils changent complètement leurs investissements dans la vie. C'est-à-dire que l'expérience en elle-même va les modifier psychologiquement. Mais l'origine au départ de l'expérience, elle peut être tout à fait neurologique.